Bonjour à tous, une nouvelle semaine sur TM2 et l'émission que vous trouvez tout de suite, c'est un carrefour d'échange, d'informations, de divertissement et d'éducation à la citoyenneté. Alors, dans Télégrain de ce jeudi, on va parler bien sûr actualité des sociétés et économies sont au programme. Donc, bienvenue à tous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, retenez que c'est le numéro 7 et la première rotation pour cette semaine. Alors, installez-vous confortablement. Nous vous revenons dans quelques instants. En attendant, voici de la musique.
Salif Keita, un petit souvenir, une lueur donc de souvenir dans cette émission. Voilà, nous sommes de retour en compagnie de mon chroniqueur à ma gauche et de notre invité, mais je vais dire maintenant, puisque c'est l'économiste, le professeur Nyang, est avec nous depuis le début de cette opération. Alors avec lui, pour Seni, on va parler d'économie, mais également d'autres choses aujourd'hui. D'autres choses, tout à fait. Nous allons parler essentiellement de l'épidémie de polio qui sévit actuellement dans notre pays. Nous allons parler des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est comme les deux enfants de la même mère. Donc il est important aujourd'hui qu'on puisse, surtout avec la conjoncture et sécurité actuellement, qu'on puisse ouvrir le débat sur les enjeux de ces élections et les répercussions sur le Mali. Alors nous parlerons aussi dans la rubrique société de cette nouvelle forme d'arnaque qui se fait à travers les téléphones et le net. Alors la cybercriminalité, donc nous allons parler de cette question. Et bien entendu, dans la rubrique économie, nous parlerons, si vous voulez, du développement économique et du développement humain. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que le Mali a un taux de croissance de 7,2%, un taux de croissance jugé satisfaisant par tous les observateurs de la scène économique, mais qu'on ne ressent pas forcément sur le quotidien des populations. Alors pourquoi le fossé entre ce développement économique satisfaisant et le développement humain? Alors nous allons aborder cette question avec le professeur Nyang, mais l'essentiel aujourd'hui c'est que nous allons l'aborder dans un cadre pédagogique. Il s'agira d'abord d'expliquer les notions aux gens avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà pour le programme de cette journée à Madoukodio. Voilà campé les décors. Professeur, bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. On se retrouve tout juste après le jingle actif. Alors, professeur Efousseni, le premier punch, c'est l'épidémie de polio au Mali. Tout à fait. On va parler des dispositions prises pour la prévention. Tout à fait. Il faut déjà noter qu'aujourd'hui, on a un reportage qui va nous permettre de savoir d'où est venu ce premier cas de polio virus sauvage. Mais d'ici là, il faut noter qu'il y a une campagne de vaccination qui est en cours. Une campagne qui concerne aujourd'hui plus de 2 millions d'enfants. Et tout juste après le reportage, nous pourrons rentrer dans les sujets. Après la découverte le 27 août dernier d'un cas de polio par les services de rééducation du centre de santé de référence de la commune 3 du district de Bamako, le Mali a été officiellement déclaré en période d'épidémie par les autorités sanitaires. Et c'est là, conformément aux indications de l'OMS qui indiquent qu'un cas de cette maladie suffit pour déclarer l'épidémie. Il s'agit néanmoins d'un cas importé, le Mali n'ayant enregistré aucun cas authentique depuis 2008. C'est une dame qui est venue de la Guinée, plus précisément de Sigiri, pour faire venir soigner son enfant dans le centre de kinésithérapie. Et comme la surveillance est active, chaque fois qu'il y a un cas de paralysie flash chez un enfant de 0 à 15 ans, on réfère cet enfant au niveau du service d'épidémiologie et le vendredi, on nous a notifié que le cas a été positif et dès lors, tout le dispositif s'est mis en action pour prendre les mesures nécessaires. Des mesures obligatoires compte tenu de la gravité de cette maladie très contagieuse aux conséquences irréversibles. Une campagne de vaccination de masse au niveau du district de Bamako et les zones environnantes ont été mises en place rapidement, vraiment pour la prévention et la protection des enfants au niveau du Mali. Comme j'ai dit, la vaccination de routine, il faut renforcer ça, et également aussi la prévention, c'est-à-dire l'hygiène corporelle, l'hygiène au sein de nos ménages. Vraiment, avec l'hygiène aussi, on peut éradiquer beaucoup de maladies. Une campagne débutée le 9 septembre et qui doit s'étendre sur 4 jours. La campagne basée sur la stratégie de porte en porte, mais aussi sur les équipes fixes, est faite pour que tous les enfants de 0 à 5 ans soient vaccinés. Les enfants, même ceux déjà vaccinés, insistent les autorités sanitaires. Les gens ne doivent pas refuser, c'est une incompréhension. Du fait de passer chaque fois, c'est vraiment gagner autant d'immunité que possible chez l'enfant. Ça ne fait que renforcer l'immunité de l'enfant. En tout cas,
Les mères des familles concernées adhèrent déjà au dispositif. Vacciner les enfants contre la polio, c'est une bonne chose. Il faut le faire chaque fois que c'est nécessaire. En tant que parents, nous apprécions vraiment cette vaccination. Le but est de protéger nos enfants contre la maladie. Moi, je pense que tous les parents doivent accepter cette vaccination. C'est pour protéger nos enfants. Il faut rappeler que la vaccination contre la polio fait partie des vaccinations de routine pour les enfants au Mali. Voilà, normalement on devait avoir sur ce plateau un médecin avec lequel on aurait pu échanger, mais bon, l'homme propose, Dieu dispose. Je sais que professeur, on va parler un peu de polio. Absolument. Avec votre expérience de la vie et on a parlé de questions d'hygiène, de prévention. Qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il faut commencer d'abord à féliciter les autorités maliennes pour la promptitude. Je crois qu'ils ont eu des performances assez importantes pour la lutte contre le virus Ebola. Et on voit que immédiatement, dès qu'on a décelé le cas, on s'est mis en mouvement, en mobilisation, pour au moins contenir la maladie. Mais peut-être qu'il faut mettre un accent particulier sur la prévention. C'est-à-dire que la frontière guinéenne étant une frontière vulnérable, décidément, tout vient de là-bas. Il aurait été souhaitable que, au moins ce cas qui était un cas douteux, aurait dû être circonscrit au niveau de la frontière. Je pense que c'est peut-être là où il faut renforcer encore la vigilance. Mais la maladie, elle est normale. À partir du moment où elle est là, maintenant, il faut simplement continuer à sensibiliser les parents. Et je vois que dans votre documentaire, que toutes les femmes, toutes les mères soucieuses d'avoir un enfant agile, un enfant en bonne santé, se sont volontairement portées candidates pour approfondir cette campagne. Non seulement soumettre leurs enfants à la vaccination, mais surtout parler à d'autres dans un langage qui va leur permettre, en tout cas aux membres du grain, de savoir qu'ils doivent souscrire à cette campagne. Oui. Alors, il est important aujourd'hui de distinguer les deux cas de polio. Le cas de polio dont il s'agit aujourd'hui, c'est la poliovirus sauvage. Oui. Et contrairement à ce qui a été dit dans le reportage, il convient de noter que le dernier cas de poliovirus sauvage au Mali remonte au 11 juin 2011 à Goundam. Okay. Alors, ce qui différencie cette maladie de l'autre polio, c'est que c'est une maladie incurable et qui peut être mortelle. Donc, il y a aussi des manifestations, c'est notamment les fièvres, c'est les douleurs, si vous voulez, c'est vraiment... Ce sont des manifestations concrètes que les femmes ont tendance souvent à négliger, mais qui peuvent aboutir à ce cas de poliovirus sauvage. Donc il est important aujourd'hui, comme on l'a dit, de mettre l'accent sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la prise en charge. Alors dès lors qu'une femme constate que l'enfant donne des signes de fièvre, des signes de vomissement, de douleur ou de rigueur de nuque, il est important de l'amener le plus rapidement possible dans un centre de santé pour que sa prise en charge soit effective. Le deuxième aspect en matière de précaution, c'est la sensibilisation. Et je pense qu'en la matière, les autorités ont fait beaucoup d'efforts. Télégramme, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons, mais il faut que d'autres acteurs de la société civile jouent aussi leur rôle pour pouvoir sensibiliser davantage les femmes. Alors ce sont des aspects très importants. Alors j'ai quelques chiffres qu'il est important de partager avec les gens. Quand on parle de poliovirus sauvage, il faut se dire en réalité que la couverture vaccinale en vaccin polio au Mali était inférieure à 100% entre 2001 et 2003. Mais entre 2004 et 2012, nous sommes allés à plus de 100% de couverture vaccinale. C'est un aspect très important. Alors de 2001 à 2012, le Mali a enregistré 1956 cas suspects de polio. C'est important de le dire. Et la plus forte prévalence a été enregistrée chez les enfants de moins de 5 ans, notamment 266 cas, soit une proportion de 13,6%. Alors de 2001 à 2012, le Mali a notifié des épidémies de poliovirus sauvage, notamment 19 cas de poliovirus en 2004, 3 cas en 2005, 1 cas en 2008, 2 cas en 2009, 3 cas en 2010 et 7 cas en 2011. Donc de 2011 jusqu'à 2015, on n'avait enregistré aucun cas suspect. Donc c'est pour vous dire que les actions en matière d'éradication contre la maladie ont porté leurs fruits. Et il est important aujourd'hui, si vous voulez, de multiplier les actions pour pouvoir éradiquer définitivement la polio au Mali. Et il est important de savoir que la polio est éradiquée jusqu'à hauteur de 99% au Mali. 99%. Et l'objectif aujourd'hui, c'est 100%
d'éradication de polio. Et je pense qu'il y a des initiatives en la matière. Il y a le Rotary International, il y a l'UNICEF, il y a l'UNESCO qui entreprennent des initiatives. Et il faut noter qu'à partir du 24 octobre prochain, c'est la journée internationale de lutte contre la poliomyélite. Et dans le cadre de cette journée, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont entreprises qui pourront permettre de pouvoir éradiquer cette maladie. Mais comme on l'a dit, il est important et de sensibiliser et de prévenir. Merci à ta casquette de... J'aurais souhaité qu'il soit assisté par un spécialiste, spécialiste, mais je crois qu'il a joué totalement le rôle du spécialiste et du communicateur. Alors, merci. Le deuxième point de l'actualité, nous allons parler du présidentiel en Côte d'Ivoire. On va parler surtout des enjeux. Des enjeux pour la simple et unique raison que pendant les dernières semaines, nous avons constaté un regain de violence dans certaines régions. Alors vous savez, dans les élections, surtout en Côte d'Ivoire, ce sont des activités de nature à remettre en cause et la stabilité du pays et remettre en cause la bonne tenue des élections présidentielles. Mais ce qui est important aujourd'hui en la matière, c'est que le président de la République, Alassane Ouattara, a tenu un message d'apaisement, un message de responsabilité qui, on espère, sera de nature à promouvoir des élections libres, transparentes et apaisées. Alors au-delà de ces enjeux sécuritaires, il y a aussi un défi aujourd'hui. Comme on l'a dit et plusieurs observateurs le reconnaissent, le véritable défi aujourd'hui pour le président Alassane Ouattara n'est certainement pas de se faire réélire en tant que président, mais c'est d'assurer la sécurité et la stabilité du pays. Donc ce sont des aspects très importants qu'il convenait aujourd'hui sur lesquels il fallait discuter pour voir un peu quels peuvent être les enjeux de ces élections. Mais aussi dans les enjeux, il est important aussi qu'aujourd'hui, je pense, de tenir compte, si vous voulez, docteur Niang, du bilan du président Alassane Ouattara. Un bilan on ne peut plus positif au regard des conditions dans lesquelles il a été élu président de la République. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. C'est vrai que dans le cadre de la réconciliation, il y a beaucoup à faire. Mais il faut dire que sur le plan économique, sur le plan infrastructure, sur le plan éducation, il y a eu vraiment des chantiers qui ont été amorcés. Professeur, est-ce que ces élections sont à craindre? Absolument, oui. La plaie est toujours ouverte. Hein. Ce matin, j'ai écouté son appel à l'apaisement. Mais il y a certains éléments qu'il faut souligner. Il a des bons résultats du point de vue croissance économique. Tout à fait. Mais c'est une croissance économique qui n'est pas positive pour la population. C'est une croissance économique qui est extravertie, qui a favorisé l'arrivée de grandes sociétés françaises, mais qui a même favorisé l'arrivée de très petites entreprises, TPE. C'est-à-dire que des petites entreprises de 3, 4, 5 personnes qui viennent pour réparer une serrure et tout. Donc ce qui fait que finalement la population... Ne ressent pas trop les retombées. La croissance n'est pas inclusive. Donc ça c'est un problème très très important qu'il faut savoir. Que tous ces grands travaux qui ont été faits, si vous regardez la rétention de richesses par les Ivoiriens eux-mêmes, il y en a très peu. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut le dire, quand vous voyez les postes de responsabilité, les plus souvent c'est les Koulibaly, c'est les Diarra, c'est les Kamisoko, c'est les Sissoko. Vous avez beau dire, cette région, ce pays-là est divisé en deux. Et donc, on a trop favorisé une certaine catégorie de population qui est proche du président que d'avoir une ouverture qui permettait d'intégrer ceux qui étaient les perdants de l'élection qui a amené Alassane Ouattara. Et il faut savoir aussi qu'Alassane Ouattara est venu au pouvoir sous une condition spéciale. On a fait une dérogation en réalité. Et des analystes oublient ça. C'est pourquoi il y en a qui disent qu'il n'est pas éligible pour être candidat. Parce qu'ils reviennent à l'accord qui a fait qu'il a pu se présenter. Absolument. Donc si on vient dans un cadre normal, eh bien on ressort les normes qu'il faut pour être candidat. Donc ça, ce sont des éléments que je voudrais quand même attirer votre attention sur ça. Et puis maintenant, le problème d'insécurité est total au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas pu intégrer les anciens et les promesses qui ont été faites pour les intégrer, ces promesses n'ont pas tenu, n'ont pas été tenues. Bon, est-ce que l'effet Gbagbo est là? Oui, l'effet Gbagbo est là. Il est en prison. Et on aurait souhaité que d'autres personnes plus proches de lui aussi soient en prison avec lui pour une question d'équité dans le traitement au moins du dossier de la crise. Donc ça, nous les analystes, nous les chercheurs,
nous n'avons pas beaucoup de diplomatie dans ça, même si on a été diplomate. Et on est obligé de voir les faits, de les analyser et de les sortir en tant que tel. Oui. Et si on le comprend, en ce moment, on peut minimiser le risque. Oui, justement, et avec tout ça, qu'est-ce qu'il faut réellement? Je crois qu'on va faire appel à nos frères que ça ne sert à rien d'aller dans une... de retourner dans l'après, et dans l'avant et à la Ouattara. Ce qui est le plus important, c'est de s'asseoir autour d'une table, mutualiser nos connaissances, de voir là où il y a des insuffisances et de les résoudre. La guerre, la reprise de la guerre n'est pas la solution. Diviser la Côte d'Ivoire pour que le Nord reste indépendant n'est pas la solution. Et en cette période où l'agression des djihadistes sur le harcèlement des djihadistes vers la Côte d'Ivoire est réel, et je crois que tout le monde doit simplement se ressaisir et d'accepter qu'Alassane Ouattara soit candidat et que le meilleur gagne. Et puis après, maintenant, on essaie de résoudre... Je voudrais peut-être rebondir sur deux aspects. Et rapidement. Le premier aspect, c'est que au regard de la Constitution, Alassane Ouattara est en droit de se représenter. Au regard de la Constitution ivoirienne. Deuxième élément, c'est qu'il y a eu des infrastructures sociales de base qui ont été mises à la disposition des communautés locales, pratiquement dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des hôpitaux, il y a eu des écoles, il y a eu des centres de santé, il y a eu des centres de formation. Donc ça, est-ce que là, ce n'est pas un impact concret sur le développement humain? En fait, je crois, moi j'ai été plusieurs fois à Abidjan, et l'Ivoirien lambda, il te dit, nous qui sommes à l'extérieur, on dit, ah, votre pays avance, mais il te disant le contraire. Aujourd'hui, on n'a pas mangé comme avant, tout est cher, la location, la tchéquée. Donc, pour l'Ivoirien lambda, c'est compliqué. C'est le plus important. Et il ne faut pas oublier quelque chose, Kodjo. Vous savez, pendant les 10 années, si vous voulez, de gestion de Laurent Gbagbo, il n'y avait pas de rationalisation en matière de gouvernance publique. L'argent était utilisé n'importe comment, il n'y avait pas de projet d'investissement. Donc, il est évident que l'argent puisse circuler. Aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, on constate une rationalisation des finances publiques, tant en matière de gestion. En fait, le professeur a dit un truc. Oui. En fait, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avance, mais qui en profite? Ce n'est pas les Ivoiriens, en fait. Bien sûr, moi je pense que les Ivoiriens en profitent. Ils profitent peu. Les centres de santé, les écoles, les routes qui sont inaugurées, ben, c'est pour les Ivoiriens. Fousseni, tu me fais une route pour passer devant chez moi, pour transporter l'or de quelqu'un. Mais tu m'as endetté d'abord, parce que c'est la richesse publique qui a été utilisée pour faire la route. Et la route profite beaucoup plus, est une ouverture à l'investissement, mais pas à l'investissement où tu es inclus. C'est pour la perception et puis les réalités des fois, c'est un peu différent. Et je crois que c'est là où il faut... Et si vous regardez très bien aussi, vous savez, il y a d'autres médias, comme Afrique Média et autres aussi. Bon, et vous écoutez les Ivoiriens qui en ont vraiment sur le cœur. Et leur cri de cœur, tu es obligé de le prendre en compte. Tout à fait, mais c'est relatif. Parce que autant il y a des Ivoiriens qui ne sont pas satisfaits du bilan, mais autant il y a une grande partie d'Ivoiriens qui sont satisfaits du bilan. Et avec toi, les 80%. Tout à fait. Je te souhaite un voyage à Abidjan, et il faut aller dans les allocodromes. Le citoyen lambda, il te dit qu'il ne sent pas. Va au grain et tu discutes avec les gens du grain. Voilà. C'est vrai qu'il y a... Et en réalité, il y a des groupes qui sont organisés, qui sont vraiment... Vous voyez, l'autre jour, là, ils ont brûlé des bus et tout. Voilà, ça, et on ne le saute pas du tout. On ne le saute pas. Mais... Il faut... Dans un pays, il y aura toujours des mécontents. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut pour que cette base aussi sente qu'il y a la croissance? La croissance doit être inclusive. Le capital doit être inclusif. La Côte d'Ivoire est extrêmement riche. Mais le problème, l'erreur a été commise depuis longtemps. On reviendra dans la partie économie et on n'anticipera pas là-dessus. Mais en réalité, Alassane Ouattara est du FMI. Il faut le savoir. Ils sont d'un système financier mondial discriminatoire qui discrimine contre les ressortissants au niveau de la communauté de localité où s'installe par exemple une usine de cacao. C'est discriminatoire contre les nationaux et c'est discriminatoire contre les régionaux. Et ça nous favorise, et la France ne fait aucun cadeau en ce qui concerne l'emprise sur ces co-entreprises-là, par le contrôle du capital d'investissement en particulier, par le contrôle des industries. Et même empêcher d'autres de venir dans les diversifications comme les Chinois ou même les Américains.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je veux juste que vous acceptiez que c'est un choix économique que la Côte d'Ivoire a fait, mais qui n'est pas forcément sans conséquences aujourd'hui. Et c'est ce qui est important. Je pense qu'il faut positiver les résultats de ce choix économique. On est d'accord. Aujourd'hui, quand on prend en Côte d'Ivoire les petites et moyennes entreprises, oui, mais elles sont soutenues. Les petites et moyennes auxquelles vous faites allusion. Les jeunes, aujourd'hui, pour créer une entreprise au Mali, c'est en Côte d'Ivoire, c'est en 24 heures. Alors, vous savez, plus on crée des entreprises, plus on crée de la richesse et plus on crée de l'emploi. Est-ce que vous savez que les TPE, c'est les très petites entreprises françaises, on a donné les instructions aux banques commerciales de leur donner le prêt nécessaire, le crédit nécessaire d'investissement pour s'installer. On peut simplement... Parce que ça revient à la population lambda. Voilà, effectivement. Voilà. Et ça se fait en Côte d'Ivoire? Non, oui, je vous dis que ça se fait. Quand le partenaire français est venu, l'accord qui a été signé avec Alassane Ouattara, c'est pour faire encourager les très petites entreprises, ouais, TPE, de venir, et ils ont eu un accord avec le système bancaire pour leur accorder des prêts, parce que c'est garanti par le patronat français, et ils vont s'installer pour que désormais la BAD qui vient d'arriver, beaucoup de gens auront des portes qui ne marchent pas, qui ont besoin que leur toilette qui ne marche pas, les serrures et tout. Voilà. Et ça va aller à ces gens-là. Maintenant, ce que Kodjo est en train de dire, c'était de favoriser plutôt ces Ivoiriens-là qui sont un peu mécontents, de les insérer dans l'économie. C'est ça. C'est tout. On est d'accord. C'est-à-dire que, bon, et puis, ce qu'il faut savoir, quand il y a un président de la République, il gère de la richesse publique. Tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, les visites d'État, il en fera encore dans le fief de Gbagbo, mais c'est de la provocation, parce que c'est de la richesse de la nation qu'il utilise d'abord en visite d'État, qui coûte très cher, et qui en même temps aussi, il fait des choses pour favoriser son parti. Et qu'il n'y a pas d'équité. Non, là je suis d'accord avec vous, okay, mais loin de moi la prétention de justifier cette situation. Mais il faut aussi tenir compte du passé de la Côte d'Ivoire. Vous savez, pendant 50 ans, les Djoula ont été écartés de la gestion des affaires publiques. Pendant 50 ans, ils ont été marginalisés. Pendant 50 ans, mais ils ont été victimes... C'était la puissance économique et les Djoula. Effectivement, mais, mais politiquement, mais ils ont toujours été marginalisés. Oui, aujourd'hui, quand ils ont le pouvoir... Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit dépasser tout ça. Effectivement. Avoir une Côte d'Ivoire où Djoula... BT, Ani vivent en parfaite harmonie. Absolument. C'est de ça qu'on a besoin. Parce que si on regarde en arrière, qui m'a fait quoi, on ne va pas sortir. Non, on va aller à l'immersion de droit. Non, mais ça se fait. Je t'ai fait hier, toi tu me fais aujourd'hui. Donc c'est et la route. On s'en sort pas. Il faut maintenant qu'on aille dans l'équité. C'est tout ce qu'on peut. Et c'est ça le véritable défi aujourd'hui pour le président Ouattara. C'est de se mettre au-dessus des considérations personnelles. Et amener les autres là à venir partager. Absolument. Je suis tout à fait d'accord que c'est ça son véritable défi. Prendre de la pesanteur et se dire aujourd'hui, je ne suis pas le président que du Nord, mais le président de tous les Ivoiriens. Mais reconnaissons qu'il fournit beaucoup d'efforts. On le reconnaît. Et quand il décide d'aller aujourd'hui dans le fief de Gbagbo, mais ce n'est pas pour faire de la provocation, mais c'est aussi pour véhiculer ce message. Peut-être le moment. Parce que mais il est en campagne, il faut qu'il y aille. Mais la campagne n'est pas officiellement ouverte. Ah ben, mais il est le président de la République et il a le droit d'aller où il veut. Mais il peut aller là-bas avant. Oui. Le droit d'utiliser mon argent pour aller là où il veut. Ah non, mais c'est l'argent de tous les Ivoiriens. D'accord, le grain est bien chaud aujourd'hui, c'est bien. Voilà, on va avancer. On va avancer. Tout à fait. Mais professeur, j'ai fait demander qu'il puisse faire un week-end à Abidjan. Oui. Je crois qu'il faut arranger ça. Et pour aller animer un niveau spécial. Voilà, il va beaucoup comprendre. Ça, ce sera très bien. Alors, on observe une pause musicale et on se retrouve tout juste après pour parler société. On va voyager un peu. Non, ça. Voyez, Ina, on va voyager un peu dans le nord du Mali. Aniche, Anissou, Anichou. On fera ça pour Ali Farka qui a beaucoup passé ici à Vienne. Le festival de Vienne ici. Cette chanson, on va le dédier à Ali. C'est une chanson du Nord, de chez lui. Écoutons ensemble Wayena.
Entamons à présent notre rubrique société pour parler de ce que l'on pourrait appeler les nouvelles formes d'arnaque. Elles se font essentiellement à travers les téléphones et le net. C'est tout juste donc après cette véhicule. Voilà, Fousseni, tu t'intéresses aujourd'hui à un phénomène qui prend de l'ampleur et personne n'est à l'abri. Tout à fait. Et il n'y a pas un Malien aujourd'hui qui n'a pas été victime, que ce soit directement ou indirectement, de cette forme d'arnaque. Soit c'est des SMS qu'on vous envoie, soit c'est à travers le net, soit à travers des emails. En tout cas, le mode opératoire, il varie selon les personnes et selon les cibles. Mais pour pouvoir en débattre davantage, je vous propose un reportage sur la question. Ce sont des témoignages. Bon, une fois, on m'a envoyé un message que j'ai gagné 100 000 €. Maintenant, que c'est à trouver maintenant dans l'agence. Et puis après, on m'a envoyé un autre message que j'ai gagné un moto Jakarta. Maintenant que je peux trouver maintenant dans l'agence. Chaque fois, c'est comme ça. Mais je ne retrouve pas. Maintenant, si on m'envoie les tasseaux comme ça, là, je ne réagis même pas, quoi, parce que je sais que ce n'est pas vrai. C'est pas qu'on peut m'envoyer quelque chose qui est vrai, mais je ne veux pas y réagir parce qu'on m'a déjà envoyé beaucoup de tasseaux. J'ai réagi, mais j'ai vu que ce n'est pas vrai. La première fois, la personne m'a appelé le matin, vers 6 h du matin. Il m'a demandé d'abord, il m'a salué d'abord, bonjour monsieur, je l'ai répondu. Il m'a dit, bon voilà, mais Dieu vous a appelé. J'ai dit, le bon Dieu m'a appelé, il m'a dit oui. J'ai dit, comment vous vous appelez alors? Il dit qu'il est marabout jusqu'à Tombouctou, dans la grande bourse de Tombouctou. J'ai dit, ah bon, dans la grande bourse de Tombouctou, Dieu m'a appelé comme ça, il n'y a pas d'autre explication? Que s'il y a d'autres explications. J'ai dit, bon voilà, expliquez-moi comment Dieu m'a appelé. Il m'a dit, voilà, c'est très simple. Que je connais la date, je dis, je connais la date. Il me dit, je connais du lait, je dis, je connais du lait. Il me dit, bon, maintenant, je peux faire, je peux sacrifier à peu près 5 kilos de date et à peu près 7 litres de lait frais. J'ai dit après, il me dit, bon, voilà, bon, pendant 3 jours, j'aurai mon résultat. Tout ce que je cherche dans la vie, j'aurai ça. J'ai dit, comment ça? Il me dit, bon, voilà, je vais vous dire une chose d'abord. Vous vous appelez d'abord Alou. J'ai dit, effectivement, je m'appelle Alou. Il me dit, bon, votre papa ne vit pas. J'ai dit, effectivement, il est décédé en 2008. Il me dit, bon, votre maman a voyagé il n'y a pas 2 semaines. J'ai dit, oui, ma maman est gravement malade. Elle est évacuée en France il y a à peu près 6 jours pour le traitement de son genou. Il me dit, bon, voilà. Maintenant, ta maman va guérir. Il n'y a pas de problème. Bon, si tu parviens à faire les sacrifices que je t'ai demandé, tu auras, dans 3 jours, tu auras ce que tu veux. J'ai dit, bon, au retour, maintenant, qu'est-ce que je dois te faire? Il me dit, voilà. Maintenant, Badra, je te demande de m'envoyer d'abord 50 000 francs de crédit Orange et 50 000 francs de crédit Malitel. Le problème, c'est quoi? Dans notre jeunesse, nous, on est très précis. On voulait avoir l'argent par raccourci. Il faut qu'on ait qu'à aller doucement. Tout ça qu'on cherche, on peut avoir ça avec bonheur, avec notre honneur. Si tu cherches l'argent aujourd'hui, demain tu perds de manger. Ça, c'est pas bon. Vraiment, c'est un truc qu'on dit avec les gens, tout le monde doit être prudent. Tu ne connais pas quelqu'un qui t'appelle sur ton téléphone portable ou sur Internet. Tu ne le connais pas, tu n'es pas vu. Il ne faut pas trop discuter avec ces gens. Dès que tu parles avec ces gens, c'est que les gens disent mais si tu ne parles pas, ou bien si tu laisses, mais j'espère que tu ne peux pas avoir ces problèmes. Voilà, en tout cas le problème il est là, hein. Plus ou moins tout le monde a été victime. Peut-être aussi c'est les inconvénients de cette avancée technologique, professeur. Oui, en réalité, on n'est plus protégé. C'est ça le problème, c'est cybercrime, c'est très répandu. Et aux États-Unis, partout, hein, c'est à tous les niveaux. Vous pouvez voir comme Hillary Clinton, on pénètre son email, ou bien vous voyez même au niveau de l'Élysée, oui. Les Américains ont installé leurs appareils à côté et tout. Et puis, bon, ils distillent des informations, bon, c'est pour vous anarquer en réalité. Ouais. Bon, donc le problème, c'est quoi? C'est que si vous adhérez à ce modèle, n'est-ce pas, qui minimise votre déviation communautaire par rapport à l'intégrité, donc vous utilisez votre intelligence et votre énergie dans ce contexte-là, il y a de fortes chances que vous ne tombez jamais
la main de ces anarcheurs. Parce qu'ils utilisent leur intelligence et leur énergie. Mais dès que vous les soumettez à une analyse approfondie, vous voyez tout de suite la faute. Ta maman est partie et tombée. C'est trop de coïncidence. S'il était capable de voir tout ça, là où il est en pleine brousse de Tombouctou, eh bien, il serait multimilliardaire. Il ne va pas demander 50 000 francs de crédit et 50 000 francs de crédit Orange. Il aurait demandé des milliards parce qu'il va sauver quand même sa maman. C'est clair. Et justement, Kodjo, ça pose la problématique de la complicité. C'est pour vous dire tout simplement que les personnes qui font ces choses sont le plus souvent avec vous. Elles vous connaissent, elles savent tout de vous. Et sont ces personnes qui profitent souvent de votre naïveté pour vous induire dans l'erreur. Et un autre aspect important, Kodjo, c'est que dans cette situation, on se rend compte aujourd'hui que et les victimes et les bourreaux sont tous des partisans du gain facile. C'est très logique. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas quelqu'un, vous n'avez pas fait un travail vous permettant de gagner 1000 €. On vous envoie un message, vous avez gagné 1000 €, ça doit vous amener automatiquement à réfléchir. Donc, comme il a dit, il est important que les gens soient prudents. C'est très, très, très important. On vous envoie des mails, il y a des connaissances souvent, et je pense que tout le monde a été victime de cela par mail. On pirate même souvent. On pirate vos mails. Nos mails sont piratés. Voilà, donc je reçois au moins 100 mails par jour. J'ai plus de 70 000 mails dans mon... Je ne peux pas les nettoyer. Effectivement. Si je dois le nettoyer, je dois mettre une année pour le faire. J'ai autre chose à faire, donc il s'ajoute tous les jours. Mais il y a quelque chose de plus important, de mon point de vue, qu'on néglige. C'est les radios de proximité. Tu pars, tu payes 5 000 francs par jour, donc 150 000 francs par mois. Et les radios privées donnent 1 heure à des anarcheurs qui passent leur temps à dire que... Je soigne telle maladie, ou j'ai guéri la folie. Je te trouve une femme. Je te trouve une femme, voilà. Je te trouve un homme. Voilà. Ils se donnent des enfants. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Et on fait parler quelqu'un qui a réussi. Bon, ou bien même l'anarche aussi, ça va plus loin. Vous voyez les artistes là, quand vous voyez des gens qui viennent pour compter des liasses de... Et puis, je te donne la clé d'une voiture. Mais là, on commence à comprendre. Je donne la clé d'une villa. Bon, toi, Kodjo, qui n'est pas déviant, bon, toi, tu dis, je donne la clé. Mais toi, tu donneras la clé. Tandis que Fousseni qui a donné la clé, c'est pour récupérer après. C'est pour récupérer. Mais il t'a induit en erreur. Et donc, si c'est moi, c'est ça. Moi aussi, je démontre que je suis... et tu donnes la clé. Mais toi, tu donnes la vraie clé. Mais c'est vrai. Et l'autre là... Non, donc il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes d'anarque. Et c'est vrai que nous avons démarré ce matin avec peut-être la cybercriminalité. Mais à travers les échanges, on se rend compte que même dans les produits, ça se fait peut-être à tous les niveaux. Je pense qu'on pourra peut-être l'évoquer dans nos prochaines éditions. Cyber, ça veut dire c'est le médium qu'on a choisi. Mais l'anarque est généralisé. Effectivement. Et c'est ça le drame. Donc comme il a dit aujourd'hui, il est important que les gens fassent attention, il est important que les gens soient prudents. Avant il faut travailler pour gagner. Évitons le gain facile. Il faut travailler pour gagner. Tout à fait. Alors, merci en tout cas pour cet éclairage, professeur. On va continuer. Et pour parler de la rubrique donc économie, notamment les notions de développement économique et de développement humain. Alors, 2 notions distinctes de par la nature, mais liées par leur finalité. On va en parler de ça tout juste après la virgule. Le coq a arrêté de chanter dans le village depuis que le tambour sacré annonce l'orage. Depuis les nombreux conseils des vieux sages et les rituels des marabouts au bord du rivage. La nouvelle fut dite par la plus vieille barbe, sous l'ombre du plus vieux témoin, le baobab. Notre souverain roi est malade, prions pour lui, car le malheur jamais ne tarde. De frapper à la porte de l'inconnu, mais de sa majesté le roi, qui de nous l'aurait cru.
Il y a les forts, les faibles, les peureux. Il y a déjà ceux pour qui la santé du roi importait peu. Il y a ceux qui craignent pour la population et ceux qui déjà sucent le son de la succession. Le village avait changé de visage. Rien du futur n'annonçait un bon présage. Des notables aux griots jusqu'aux sages, tous étaient devenus de nouveaux personnages. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Petit à petit, comme un effet magique, chaque notable découvrait sa différence ethnique. À chaque enfant, on comptait l'ingratitude de la race venant du nord ou de ceux venant du sud. Entre sages et notables, deux camps. Les frères, les fils et les cousins du roi, deux camps. Entre autochtones du village de Caen, plus personne ne se rendait désormais au champ. Les machettes étaient aiguisées chaque matin. Ça viendra le jour où je vais découper le voisin. Même mourant le roi demandait des fois comment va le peuple, comment vont les villageois. Sages et notables répondaient d'une même voix. Tout va pour le mieux, il se porte bien mon roi. Nos récoltes seront bonnes cette année, même si ça fait 3 mois qu'aucune pluie n'est tombée. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le problème d'un roi est la distance entre la vérité reçue et ce que le peuple pense de lui. Malgré la tension qui devenait immense, c'est sur les mêmes mélodies que le griot du roi danse. Le miel attire les mouches, la pourriture aussi. La royauté attire du monde, mais la chute aussi. Les riches ont fait partie, femmes et enfants. Dans le village, il ne restait que les familles des pauvres gens. Victimes innocentes des manigances, si proches d'un futur teinté de violence. Les ennemis anciens amis du roi attendent. Ils attendent patiemment que le naturel le ponde, afin que coule le son de la vengeance, soigner les plaies ouvertes par tant d'années d'allégeance. Le roi va mourir, le village le sait. À l'après lui, même le roi n'y avait pas pensé. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Smarty, le chapeau du chef. C'est compliqué, hein? On va parler d'une couronne aussi britannique. C'est la reine en ce moment. D'accord. Nous on va parler de reine. D'accord. Alors, on va parler économie dans quelques instants et après le jingle. Voilà, professeur, on est dans votre domaine maintenant. On va parler de développement économique et humain. D'abord, c'est quoi les concepts? Je vais faire un peu d'historique. Parce qu'en réalité, normalement, l'économie, ça concerne le ménage tout juste. Tu as une idée, tu utilises cette idée pour faire le relèvement de ton niveau de vie et arriver à un emploi durable pour toi-même. Okay. Mais la mondialisation, le fait aussi que les populations ont commencé à se développer, et en 1496, il y a eu un courant. Il y a une charte qui a été prise par la couronne britannique. Et ils ont remis cette charte-là à Cabot et ses enfants. Ils vous ont dit, allez-y à la recherche de richesse. Allez-y à la recherche de ressources. Mais il y a une loi chrétienne que vous devez appliquer. C'est-à-dire que la doctrine de la découverte chrétienne des ressources naturelles vous donne droit à l'application du principe de l'acquisition du titre de propriété des terres des païens et des infidèles. Donc si vous arrivez dans une localité donnée, si vous trouvez qu'il n'y a pas de chrétiens là-bas,
appliqué le principe de l'acquisition de titres de propriété de leurs terres, de leurs ressources. Donc, la richesse qui va être créée à partir de ça était comptée au niveau de la couronne britannique. Parce qu'ils ont retenu la richesse de ces populations par la privation même de leurs moyens propres de subsistance. Bon, si vous voulez, on est parti dans les 2 guerres mondiales. Les 2 guerres mondiales ont voulu surtout corriger la dominance du système financier britannique, mais aussi l'Allemagne qui avait une visée autre que ce qui avait été commencé en 1496. Maintenant, quand on a fait la conférence de Bretton Woods en 1944, on a dit d'aller vers un système financier où la prospérité peut être partagée. Donc tu ne viens plus pour prendre la terre des infidèles, les ressources des infidèles, et les priver de leurs moyens propres de subsistance. Puis il y a eu là maintenant une autre charte, c'est la charte des Nations Unies. Donc qui théoriquement devrait voir disparaître la charte qui avait été remise en 1496 par Cabo. Donc si vous voulez, on est revenu maintenant dans un monde un peu de globalisation du contemporain. Mais malheureusement, les États-Unis qui avaient pris le devant en donnant le plan Marshall pour reconstruire l'Europe, en 1954, ils se sont rappelés que les nations chrétiennes doivent toujours adhérer à la doctrine de la découverte chrétienne des ressources naturelles. Donc les Indiens, des réserves qui sont chez eux, ils ont appliqué ces Indiens-là. Ils disent, vous n'avez pas droit même aux fruits de vos armes. Et c'est pour les nations chrétiennes qui étaient européennes en principe. Donc, si vous voulez, voilà comment nous avons commencé déjà à compter les richesses des nations. Et le système pour compter la richesse de la nation, c'était le produit national brut. Le produit national brut, c'était celui qui avait quitté l'Angleterre pour aller au Mali. La richesse qu'il avait créée là-bas et la richesse qui a été créée en Angleterre, on les ajoutait ensemble. Donc la richesse de la nation était la richesse des nationaux, qui soient sur leur territoire ou qui soient ailleurs. Bon. En 1976, le pacte international relatif aux droits économiques et aux droits civils a été adopté par les Nations Unies encore. Et là, ils ont dit, les pays en voie de développement, il faut qu'ils accordent les mêmes droits économiques qu'ils ont aux non-ressortissants. Donc, il y a un problème maintenant de comptabilité. C'est clair. Donc, finalement, on a dit la richesse de la nation, c'est la richesse qui est créée dans la nation, sans distinction de nationalité. Est-ce que vous avez vu le passage? On est parti d'une richesse du produit national brut, où c'est la richesse des nationaux, la somme des richesses nationaux, à la notion des produits intérieurs bruts, où c'est la richesse de la nation, mais sans distinction des nationaux. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir si le pacte international qui dit que vos droits économiques sont prééminents sur les droits économiques des autres, comment on va savoir si toi qui es venu comme étranger, tu n'es pas en train d'appliquer la charte qui avait été remise à Cabo, mais plutôt que tu es en train d'appliquer l'article 55 du chapitre 9 de la Charte des Nations Unies sur la coopération internationale dans le domaine social et économique. Donc on a introduit les statistiens, j'en suis un, on a introduit donc cette notion de PIB. C'est là où maintenant la variation du produit intérieur brut, qui est la position de richesse, c'est ce qui s'appelle la croissance économique. Et le développement économique d'un pays est mesuré par l'indicateur de croissance économique. D'accord. Bon. Maintenant, comme on a dit que la richesse produite est pour les nationaux aussi bien que les non-nationaux, donc le développement humain vient à ce niveau-là. C'est-à-dire que quelqu'un peut être statistiquement baloum du point de vue croissance économique, mais en même temps, à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. Parce que finalement, le programme d'ajustement structurel, notre génération, avec Modibo, on avait 100% de nos mines. Et le programme d'ajustement structurel est venu, on nous a dit non, pour payer votre dette, pour mauvaise gestion et tout ça. Bon, ils ont amené beaucoup de choses. Ils sont toujours intelligents, ces gens-là. Et ils ont pris en ce moment 80% du capital d'investissement, parce que le capital d'investissement aussi, c'est le proxy pour la création de la croissance économique, pour le développement de la capacité de création de croissance économique. Donc, finalement, le système financier mondial
a été fait de manière que ça soit discriminatoire par rapport à toi et moi. C'est-à-dire qu'au lieu que l'accès, la mobilisation du capital d'investissement soit dépendante de l'étude de faisabilité économique, qui est la vérité, j'ai 4,4 grammes par tonne de minerai, c'est ce qui intéresse le financier pour investir. Mais ils ont fait dépendre ça d'une faisabilité organisationnelle qui fait que l'entreprise multinationale étrangère a une emprise totale sur la co-entreprise. Et la co-entreprise n'est plus, ne rassemble pas les agents économiques qui sont les ménages, toi, ou les entreprises privées et l'administration publique. Ils ont dit simplement que non, c'est l'administration publique et les agents économiques non ressortissants qui peuvent être des ménages, qui peuvent être des entreprises privées et qui peuvent être l'administration publique. C'est-à-dire si vous prenez Arriva par exemple, l'administration publique là-dedans, il y a des privés là-dedans, il y a des Français là-dedans. Bon, mais le Niger, il n'y a pas de ménage nigérien là-dedans, il n'y a pas d'entreprise privée nigérienne là-dedans, et c'est l'administration publique. Et l'administration publique, il a pour vocation aussi de créer de la richesse publique par les ressources fiscales, les ressources douanières. Donc, vous qui êtes dans la co-entreprise pour créer de la production de richesse, si vous êtes en même temps celui qui prélève des impôts, qui a la pression fiscale en main aussi, mais ça veut dire que tu vas mettre la pression fiscale sur toi-même en tant que partenaire des ressortissants étrangers. Donc, il y a un problème de... Il y a un problème de gestion ici. Il y a un problème de gouvernance administrative et politique. Il y a un problème de gouvernance économique et d'entreprise. Donc, il y a un fossé entre les deux. C'est ce fossé-là que vous avez bien trouvé que notre président était très heureux à Abuja quand on a dit que du point de vue développement économique, vraiment j'étais tellement content. Tout le monde parlait du Mali 7,2% et tout. Et qu'il était très, 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 très content. Puis après maintenant, quand il est arrivé à Kolondiba, il s'est rendu compte que il y a un problème d'indice de développement humain et que dans l'UEMOA, le Mali est seulement devant le Niger. Le Mali est à la 132e place, le Niger est dernier. Donc si dans l'UEMOA on est très bien du point de vue croissance économique, ça veut dire qu'on est en train d'épuiser nos ressources naturelles, nous sommes en train d'affaiblir notre capacité de production de richesse pour d'autres personnes, autres que les ressortissants des localités où se trouvent les usines, des entreprises et même de l'administration publique. L'administration publique, ce qu'ils gagnent, ce n'est pas suffisant pour te subventionner pour que tu manges sans que tu travailles. Parce que ça existe. Hein. On peut te payer pour que tu ne travailles pas. C'est vrai. Ou bien on te dit, l'agriculture, là, tu ne fais pas, tu laisses ta terre en jachère, mais on te donne le même niveau de revenus que le machin. Mais malheureusement, c'est que l'administration publique gagne dans la richesse publique par la mobilisation des ressources fiscales et douanières n'est même pas suffisant pour qu'on te mette dans cette situation-là. Alors que toi, tu aurais souhaité être un agent économique où tu as de l'emploi et tu es aussi propriétaire du capital d'investissement pour avoir des dividendes et qui va augmenter votre capacité de rétention de richesse de la nation. Donc il y a un problème de production de richesse et de rétention de richesse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour combler ces vides-là? Il n'y a pas d'autre chose. Vous savez, en 2000, quand le monde entier s'est rendu compte que le système financier qui était devenu une fin en soi, ils ont pris l'objectif du millénaire pour le développement numéro 8, qui est sur le partenariat mondial pour le développement, qui dit que réellement, le partenariat mondial pour le développement doit être réglementé, il doit être ouvert. Et le système bancaire doit permettre à toi, qui décide seulement que tu veux être investisseur, que tu puisses aller trouver Fouzeni qui dit que non, lui il préfère garder son argent, il ne veut pas prendre de risques. Il va prendre l'argent toi tu vas prendre l'argent on crée la situation pour que tu puisses avoir accès à l'argent de Fouzeni et d'aller créer plus d'emplois, plus de richesses. Et il va être rémunéré, il va se contenter de 1% ou 2%, alors que toi qui prends des risques, tu peux peut-être avoir 16% ou 15% ou 20% pour augmenter ta capacité parce que tu as utilisé ton intelligence et ton énergie au service du développement économique et du développement humain. Donc c'est un peu le problème qui se pose le plus souvent. Les gens ne connaissent pas la différence entre la croissance économique, mais on peut le dire simplement la production de richesse. Et de l'autre côté, le développement humain, c'est tout ce qui fait pour que tu sois vraiment un humain. Alors, pour le Mali, le développement humain du Mali par rapport aux autres pays de la sous-région, on est bien? Ah mais je vous ai dit... avant-dernier. Au niveau de l'UEMOA, vous êtes avant-dernier. Avant-dernier. Et vous êtes devant le Niger.
En termes d'indice de développement humain. Absolument. Mais tous les pays de la sous-région ont un taux de croissance satisfaisant, d'après ce qu'on entend. Oui, mais le Mali, Alassane est à 8% plus, le Mali est à 7%, c'est formidable. Mais ça veut dire que vous êtes en train de vous affaisser du point de vue capacité de production de richesse. Si demain, on devient un peu plus intelligent du point de vue gouvernance économique et d'entreprise, ça prouve déjà que on avait produit beaucoup déjà, c'est clair, et c'est mal parti. Non, on nous note bien, sur le plan économique, mais pendant ce temps, on se ruine sur le plan humain. Non, on te note médiocre sur le plan développement humain. Ça, c'est une situation paradoxale. Mais je peux assurer les membres du Télégramme que nous avons fait toutes les études nécessaires. Et en fait, en 2008, avec une de vos consoeurs, qui est un peu plus âgée que vous, africaine, on avait fait 8 DVD en se promenant en Afrique de l'Ouest et tout. Et l'Université nationale de la défense américaine, le département de l'économie de la défense, ils ont dit, mais il y a des fous en Afrique de l'Ouest là. Ils sont en train de parler de stratégie africaine de création et de rétention de richesse. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'il y a la création, mais qu'il n'y a pas la rétention. Donc, ils m'ont invité. Ils ont dit, est-ce que toi, tu fais de la microéconomie ou de la macroéconomie? J'ai dit, et alors? Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bon, écoute, puisque tu ne veux pas répondre à la question comme il faut, on te donne 2 cours, les principes et les relations économiques fondamentaux et la gestion des ressources sécuritaires et des ressources naturelles. Tu vas enseigner ça au séminaire de hauts responsables civils et militaires de l'Afrique. Et avec la France qui est là, qui me modère le plus souvent, et puis le Portugal et les États-Unis. Donc, on a avancé ensemble en 2008, jusqu'à ce qu'on a trouvé le fossé qui existe entre le développement humain et le développement économique, qu'ils ont validé le 13 mai 2013 à Dakar au cours d'un atelier sur l'extrême violent, et qui finalement, on a continué jusqu'à ce qu'on a trouvé au fond du fossé qu'il y avait des sociétés multinationales à emprise et des sociétés secrètes à ordre. Eh bien, je peux vous garantir, après la découverte de ça, il a été très facile de construire la vallée de globalisation de co-entrepreneuriat qui est à déviation comportementale avérée par rapport à la finance et par rapport à l'intégrité. Dès que ça a été trouvé seulement, ils ont dit, ouais, c'est cela-là, ils ont trouvé là où il y avait le problème. Le secret enfoui a été trouvé. Et finalement, on a fait un rapport spécial au niveau de l'Université nationale de la défense américaine pour dire que le printemps, l'Afrique et le printemps arabe est une nouvelle ère d'espoir démocratique. C'est-à-dire que maintenant, désormais, vous ne laissez plus la stratégie de globalisation dans la main de la classe politique ou du président élu seulement, mais vous avez votre rôle à jouer selon un modèle que nous avons défini également, qui se trouve ici. Bon, donc, ce modèle permet maintenant de partager le pouvoir économique, le pouvoir politique entre la classe économique et la classe politique. Et c'est pour éviter que les sociétés secrètes à ordre aient une emprise sur un seul individu. Donc le pouvoir est partagé de manière que et puis Mediapart est venu, Wikileaks est venu, ils ont perdu leur puissance qu'ils avaient dans le temps. Donc il y a de l'espoir que effectivement le Mali puisse, que les Maliens soient dans la première classe de l'indice de développement humain dans les 3 mois à venir. Les 3 mois à venir. Oui. Bah, espérons. Ah mais on n'espère pas seulement. Hein. Il faut qu'on soit unis dans l'action. Ah bien sûr, on est ensemble. Ah ben voilà. On est ensemble. En tout cas, merci professeur, c'était tellement intéressant que le temps passe vite. Bon, ceci nous conduit à la fin de ce programme d'aujourd'hui, Fouzeni. Tout à fait. On va remercier en tout cas les professeurs pour tout ça, on a beaucoup appris. Tout à fait. On a beaucoup de pédagogie par rapport au développement économique et développement humain. On va continuer hein, parce qu'il faut qu'on approfondisse et que tout le monde comprenne. Il faut qu'on soit tous riches là. Ah, même si tout le monde ne peut pas être riche. Non, c'est possible. On est 15 millions seulement, on fait des milliards, on produit beaucoup de milliards. Est-ce que vous savez qu'en 2012, on pesait 10 milliards sur le marché financier, 10 milliards de dollars et qu'on pouvait financer n'importe quelle mine en Afrique. Ouais, il suffit seulement de connaître l'information et d'agir. C'est sûr. La connaissance, c'est l'action. D'accord. Alors, merci Fouzeni, merci professeur, merci de partager le grain avec nous. Alors, merci à la grosse équipe qui nous accompagne et vous allez comprendre que, bon, on a débordé un peu, mais c'est pour une bonne cause. À demain pour un autre télégrain. Bye bye, ciao.